Salut à tous les amis, ici la pause montre en direct d'un Montréal où il fait moins 18 degrés pour ce début du mois de mars. Aujourd'hui une petite vidéo lançons le débat, c'est la deuxième vidéo de ce genre-là, la première étant combien de montres parfaites pour sa collection personnelle où j'en avais parlé pendant une dizaine de minutes et j'ai eu pas mal de commentaires. Et du coup aujourd'hui je voulais vous lancer un autre débat entre guillemets où je me disais si on réduit la collection à une seule montre, je pense qu'on a pas mal de montres, et si on fait la somme de l'argent qu'on a dépensé, eh ben, je pense qu'on peut se retrouver dans les eaux d'une Rolex par exemple. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Rolex Explorer 36, la Oyster Perpetual 36 et la Datejust 36. Analyser les différences subtiles, comme je vais vous montrer, entre les trois, indiquer leur prix, etc. pour vous en parler et dire laquelle des trois je choisirais si je n'avais qu'une montre dans ma collection. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, et c'est parti. Donc on va commencer avec la Rolex Oyster Perpetual référence 126000. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser que aux références dites actuelles, donc à 6 chiffres. Rolex a commencé avec des références à 4 chiffres, puis 5, puis 6, environ dans le tournant des années 2000. La Rolex Oyster Perpetual actuelle est une édition non limitée comme les deux autres. 6 350 €, ça va être la moins chère, calibre 32-30 avec la certification dite superlative de Rolex, -2 plus 2 secondes par jour. Donc c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, hormis le Spring Drive de Grand Seiko. 70 heures de réserve de marche, 36 mm. Le log-to-log n'est pas indiqué. On a un cadran soleillé noir comme vous le voyez sur les photos et 100 mètres d'étanchéité, 5 ans de garantie. En revenant sur le cadran noir, aujourd'hui je vais m'intéresser seulement au cadran noir parce que je me dis que si on a une seule montre dans notre collection, on veut une montre se veut sobre, qui peut se porter avec n'importe quoi. Et pour moi, le cadran noir s'y plaît le plus, on va dire. Surtout qu'aussi la Rolex Explorer n'a que ce cadran-là de disponible. Donc c'est une montre très simple, mais super efficace, je trouve. Et en 2020, Rolex avait sorti 5 autres couleurs pour cette référence-là. Donc vous les voyez maintenant, c'est rose, rouge, jaune, verte et bleu, Tiffany. La rouge et la jaune ne sont plus disponibles. J'avais eu un énorme coup de cœur pour la jaune. Ce jaune-là, je l'avais essayé au Bon Marché à Paris en 39 mm et j'étais tombé amoureux. Je pense qu'en 36 mm, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir. Mais aujourd'hui, on n'a que la verte, la rose et la bleue qui sont compliquées à avoir. Donc, ce modèle-ci, au final, on n'a pas grand-chose à dire. Je pense que c'est une montre qui va être super simple, mais sobre et efficace. Genre, c'est du Rolex vraiment straight to the point, ou droit au but euh, en français. Donc, je vais aussi conclure chaque montre par une référence dite ancienne ou pas trop ancienne, comme pour cette Rolex Oyster Perpetual à 6 chiffres, mais 116000, dite raisin rouge ou red grape en anglais. Et là, du coup, ce qui va changer, c'est le calibre à l'intérieur. C'est un 31-30, un cadran violet soleillé et des petits marqueurs rouges, alors qu'aujourd'hui, c'est des marqueurs noirs pour les minutes 5, 10, 15, etc. La deuxième montre dont je vais m'intéresser, c'est cette Rolex Explorer en 36 mm au prix de 7 550 €. Comparé à la OP, on a cette fois la possibilité de l'avoir en biton hors acier à cette fois 13 250 €, donc quasiment le double. Je vous invite d'ailleurs à regarder des petits shorts vidéos que j'avais fait sur YouTube pour le début de l'année, où j'avais récapitulé les augmentations de prix de Rolex et de certaines Tudor entre le 31 décembre et le 1er janvier. Et apparemment le cours de l'or a augmenté, donc il y a eu des plus grosses augmentations pour la Biton que pour la modèle acier. On est autour de 1 à 2% pour les modèles acier chez Rolex. Comme pour l'AOP, on a le même calibre, donc c'est intéressant, 32-30, -2 plus 2 secondes par jour, 70 heures de réserve de marche, 36 mm comme je vous l'ai dit,
100 mètres d'étanchéité. Alors là, c'est drôle parce que c'est une montre dite professionnelle. Elle va avoir les petites touches Rolex en plus, donc le fermoir professionnel, mais on a toujours 100 mètres d'étanchéité pour une montre qui se veut d'exploration et 50 de garantie. On a un cadran laqué noir qui est, je trouve, magnifique. Donc à l'image, vous voyez la version Biton hors acier et la version acier. Il y a des grosses différences entre les deux, je trouve, pour une portée quotidienne. Pour moi, la plus grosse différence, ça va être le brossé de l'acier sur la version acier pour le bracelet, alors que la version Biton, on a des maillons polis en or au milieu. Pourquoi c'est une grosse différence d'après moi? Bah, parce que si on la porte tous les jours, on va avoir des micro-rayures d'usage en la portant. Un bracelet dit brossé, on va moins les voir, donc peut-être un peu moins gênant à l'œil. On peut aussi voir que les aiguilles de la version Biton sont en or, alors qu'ils sont en acier bien sûr, pour la version acier. À savoir que j'avais été contacté pour cette Rolex Explorer en 36 mm, mais au final, j'avais décliné une fois l'avoir mis au poignet. Ça me faisait pas grand-chose et j'étais pas aussi parti dans le but d'en avoir qu'une dans ma collection. On va conclure avec la Rolex Explorer en disant que cette fois, je trouve qu'on va avoir des touches dites Rolex sur cette Rolex Explorer, dans le sens qu'on va avoir ces aiguilles Mercedes, qui sont pour moi un signe de la Rolex, et aussi on va avoir le fermoir dit professionnel qu'on n'a pas aussi non plus sur la Oyster Perpetual. Donc ces petites touches Rolex sur cet Explorer-là, je trouve sont un truc sympa à avoir. Donc c'est une référence à 5 chiffres. On peut voir en dessous du 6 du cadran une mention dite pour le tritium. Donc on n'avait pas du Super Luminova à l'époque, on mettait et on peignait les indices avec du tritium, qui est en fait juste un isotope, je crois, de l'hydrogène. Donc ça va émettre de la lumière par radioactivité, mais c'est beaucoup moins radioactif que du radium, en sachant qu'aujourd'hui, si vous achetez une montre en tritium et qu'elle n'a pas été repeinte, on n'a plus de luminova car le tritium a une demi-vie, donc c'est-à-dire la moitié des molécules de tritium a disparu autour des 10 ou 15 ans, je crois, alors que le radium, la demi-vie d'un radium, c'est plusieurs milliers d'années. On va conclure du coup avec la Rolex Datejust 126-200 36 mm. C'est la plus onéreuse des trois, 7 750 € version bracelet Oyster, lunettes lisses, ou jusqu'à 9 550 € avec le bracelet Jubilé plus la lunette cannelée en Rollesa. Le calibre change, en effet, avec la Datejust, on a une date, donc ça va être le calibre 32-35, toujours avec -2 plus 2 secondes par jour. 70 heures de réserve de marche, 36 mm. Le log-to-log n'est pas indiqué sur leur site, donc je ne le mets pas. 100 mètres d'étanchéité, comme pour la Explorer, comme pour la Oyster Perpetual. 50 garanties. Donc c'est une montre qui va être plus brillante, surtout avec le bracelet Jubilé plus surtout la lunette en fait cannelée. Et comme pour la Oyster Perpetual, on a un cadran noir soleillé. Du coup, j'ai la version bleue en 36 mm. C'est une montre que je n'ai eu, que j'ai eu, c'est une montre que j'ai eue sans liste d'attente à Montréal, après avoir discuté pendant 45 minutes, 1 heure avec mon AD. Donc c'est vraiment une montre que j'apprécie énormément porter. Et je peux vous conseiller aussi cette couleur bleue pour une montre qui se veut un peu de tous les jours. Je pense qu'on a tous un peu quand même des pulls bleu marine, bleu, qui va se marier très bien avec la montre. J'avais pensé à acheter par exemple le cadre en verre, mais là le cadre en verre du coup va être un peu plus dur à porter et à matcher avec vos vêtements. Moi je trouve aussi que dans cette Datejust on va retrouver un point de Rolex qui est important, c'est le Cyclope Rolex qui est une touche supplémentaire bienvenue sur la montre. Moi, ça me fait penser à Rolex quand je vois un cyclope, donc pour certains, ça peut être d'importance. À savoir que pour une Rolex avec un cyclope, on a quand même un peu de poussière qui va s'agglomérer
autour du Cyclope, donc c'est quelque chose à savoir, moi je le savais pas par exemple. Donc on va conclure la vidéo avec ce récapitulatif. Au niveau du prix, eh ben, on va avoir un meilleur prix chez la Oyster Perpetual. Après, elle va avoir moins de choses à donner, on va dire, mais on est quand même sur 1200 à 1400 euros d'écart, voire plus pour la Datejust, en fonction de la configuration. En plus, si vous prenez une Rolex Oyster Perpetual, on peut avoir une revente à la hausse, dans le sens que tous les modèles, sauf la noire et la crème, vont se revendre beaucoup plus cher que 6300 euros. Aujourd'hui, en mars 2025, on peut trouver des prix similaires, en tout cas au Canada, c'est très simple, pour une Explorer et une Datejust par rapport au prix dit boutique. Bah, concernant le mouvement, il n'y a pas de vraiment vainqueur. La Oyster Perpetual et la Explorer vont avoir le même mouvement 32-30. La Datejust va avoir le mouvement 32-35 avec l'heure en plus. Mouvement superlatif Rolex, 70 heures de réserve de marche. Donc là, on est à égalité. Pour l'étanchéité, 100 mètres pour les trois, donc c'est quand même drôle de se dire qu'une Datejust a la même étanchéité que la Explorer. C'est là qu'on voit que Rolex est, je trouve, un peu paresseux. Le boîtier est brossé pour la Explo et la Oyster Perpetual, alors qu'il va être poli à certains endroits pour la Datejust. À savoir du coup que le poli, si c'est la seule montre dans votre collection, ça va attraper des micro-rayons. Pareil pour le bracelet, on va avoir un bracelet brossé, alors que les maillons de votre Datejust va être poli pour les maillons centraux, pardon. Donc ça va être un petit peu gênant pour une montre de tous les jours encore une fois. Enfin, la dernière ligne de ce tableau récapitulatif, c'est en quoi la montre va avoir des aspects Rolex qui, pour moi, sont des aspects Rolex et visibles, je veux dire. La Oyster Perpetual, je trouve qu'elle n'a rien de distinctif en termes de bracelet Rolex ou dans le cadran. La Explorer va avoir les aiguilles Mercedes, qui sont pour moi quelque chose attrait à Rolex. On a aussi un fermoir dit professionnel sur la Explorer. Donc pour moi, c'est un plus. Et enfin, pour la Datejust, on va avoir le Cyclope qui, pour moi aussi, est quelque chose qui est assigné à Rolex. Pour ceux à qui ça apporte de l'importance d'avoir ces petits points en plus, la Oyster Perpetual, du coup, va peut-être être un petit peu trop simple pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un vrai vainqueur parmi ces trois montres-là? Au final, non. Moi, j'adorerais avoir la date sur une montre de tous les jours, donc je me pencherai vers la Datejust. Mais le bracelet poli va avoir énormément de micro-rayures, donc c'est un petit peu dommage. La Rolex Explorer va avoir toutes les qualités pour moi, mais elle va manquer peut-être la date. Si par exemple il y avait au niveau du 3, il y avait la date, je pense que j'adorerais cette Rolex là. Est-ce, est-ce que je m'ennuierais de cette montre là après un an d'usage avec ce cadran laqué? Peut-être, un cadran ensoleillé va vivre plus. Donc au final, ouais, il n'y a pas vraiment de vrai vainqueur pour moi en faisant ce récap-là. Donc dites-moi en commentaire si vous en avez un. En tout cas, j'ai vraiment aimé faire ce récapitulatif et vous le partager avec vous. Donc je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était la pause montre en direct de Montréal où il fait -18. C'est pas très agréable, mais au moins je suis au chaud à faire une vidéo pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ciao!